Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais discuter des différentes réactions des populations dans le cadre de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Récemment, nous avons beaucoup parlé de tout ce qui concerne les mobilisations, les solidarités pour contribuer à la lutte. Et ça, c'était des dynamiques assez positives. Euh, euh, mais de l'autre côté aussi, on observe d'autres formes de mobilisation, d'autres formes de réaction qui concernent cette fois soit les personnes qui ont été internées dans les hôpitaux, donc des cas positifs de Covid-19, qui retournent ces personnes chez elles et qui sont indexées par leur quartier, ou bien des personnes qui étaient en contact, qui ont fini leur confinement et qui ont été aussi indexées. Nous avons aussi le cas des quartiers, des maisons qu'on appelle maisons Corona, des quartiers qui sont aussi indexés, que tout le monde évite. Nous avons aussi, et il ne faut pas négliger cela, des soignants, des personnes qui travaillent dans des hôpitaux, qui soit ont été concernés par la prise en charge de l'épidémie ou qui ont été en tout cas dans des hôpitaux concernés par la prise en charge et qui sont aussi indexés. Il y a des hôpitaux qui sont aussi indexés, que les gens évitent, ne veulent pas aller se soigner là-bas parce que ces endroits ont eu des cas où le personnel soignant a été affecté. Et récemment, enfin, malheureusement, nous avons eu les cas de personnes décédées de Covid et nous avons eu des mobilisations au sein de certains quartiers pour éviter et refuser leur enterrement. Alors, je vais prendre pour prétexte ces derniers événements que nous avons connus à Diamaguène Sicap Mbao, à Malika, autour des réactions négatives allant dans le sens du refus de l'enterrement. Toutes ces situations que je viens d'évoquer, en fait, comment on peut les qualifier? On peut les ranger dans la même catégorie qu'on appelle la catégorie de la stigmatisation sociale. Stigmatisation sociale de personnes, de lieux, de structures hospitalières, mais aussi stigmatisation de morts. Pourquoi il faut en discuter? Il faut en discuter, il faut comprendre cette situation et la prendre en charge. Parce que cette épidémie sociale, dont on parlait depuis un certain temps à côté de l'épidémie sanitaire, c'est l'épidémie sociale de la stigmatisation sociale. Elle est en train de s'amplifier, elle est en train de prendre de la place. Au lieu de s'offusquer, au lieu de rester dans un débat moralisant, évidemment, ça nous touche nous tous lorsque certaines personnes qui sont des humains veulent être enterrées et n'arrivent pas à être enterrées dans la paix, pour avoir la paix de leur cœur et permettre à leur famille de vivre le deuil. Mais cherchons à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'exprime par là pour être en mesure de mieux prendre en charge. Donc je me propose pas forcément de prendre en charge tout ce débat, mais rapidement de contribuer parce que nous sommes en temps de crise. Et en temps de crise, il faut une recherche appliquée rapide pour pouvoir contribuer à la définition des actions. Ce phénomène qu'on appelle stigmatisation sociale, il faut d'abord qu'on le définisse. Nous, en sciences sociales, lorsque nous parlons de stigmatisation sociale, ça renvoie à l'école interactionniste, autour particulièrement de Irwin Goffman et un peu de la théorie de l'étiquetage de Howard Saul Becker, qui considère que la stigmatisation sociale, c'est un processus de marquage social, de collage d'étiquettes, de labels, qui va disqualifier un individu et le faire passer du statut d'une personne normale à une personne anormale. Donc, cette stigmatisation, elle ne renvoie pas à un attribut, c'est-à-dire les individus ne naissent pas avec. Ce n'est pas seulement, par exemple, un handicap, avoir un pied qui manque, qui fait de vous un stigmatisé. Ce n'est pas un attribut, on ne naît pas avec, mais à un moment, c'est la société qui vous colle l'étiquette. Donc, ces personnes qui sont stigmatisées, ce sont des personnes qui, à un moment précis, pour une raison précise,
passe du statut d'une personne normale à une personne anormale. Il nous faut en comprendre les mécanismes, les causes pour pouvoir mieux les adresser rapidement. Donc si on résume, c'est un processus interactif. Un processus interactif. On ne peut pas parler de stigmatisation si on ne tient pas compte de la société ou du groupe social qui stigmatise. Donc, le stigmatisé ne l'est pas sans la société ou le groupe social qui le stigmatise. Le groupe social qui le stigmatise, c'est au nom de la déviance d'une norme sociale qui est considérée par le groupe. Donc ça veut dire que toutes ces personnes, tous ces lieux, tous ces corps souffrent d'une déviance sociale qu'il faut comprendre afin de mieux l'adresser. Comment se manifeste la stigmatisation sociale? Avant de parler du cas des corps, des décès qui nous concernent particulièrement. Les manifestations, c'est d'abord dans les discours. C'est à travers ce qu'on dit des gens, les appels téléphoniques. Il y a des personnes qui ont reçu des appels téléphoniques. Il y a des personnes qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Donc, les débats dans les marchés, quand vous passez dans le quartier, le regard désobligeant, etc., etc. C'est dans les discours, les attitudes qu'on vous stigmatise, qu'on vous montre que vous êtes stigmatisé. Mais c'est aussi dans les pratiques. On vous évite. On évite d'aller dans votre maison. On évite de fréquenter le même endroit. On évite d'enterrer ses parents dans le même endroit où vous avez été enterré. On évite d'être dans le même lieu où vous êtes, etc., etc. Donc ces manifestations illustrent quoi? Illustrent à la fois une indexation sociale, un rejet, un évitement. La stigmatisation sociale, au-delà d'être un fait de marquage social, se manifeste par l'évitement et l'indexation. Puisque vous êtes anormal, vous êtes indexé, et on vous évite, etc., etc. Donc il est important de comprendre cela. Et contrairement à l'expérience du VIH, où les personnes vivant avec le VIH s'auto-stigmatisent, nous n'avons pas forcément ce cas ici. C'est que les personnes qui sont stigmatisées veulent en sortir et demandent un accompagnement psychosocial. Donc c'est un clin d'œil pour la comparaison, pour tous ceux qui pensent que les choses, effectivement, on connaît avec Ebola, on connaît avec le VIH, mais le coronavirus, c'est une singularité, une spécificité. Et il faut tenir compte de cela. Alors, comment comprendre alors quelles sont les causes? Comment comprendre particulièrement que des personnes qui sont mortes ne puissent pas être enterrées dans leur quartier? Comment comprendre cette stigmatisation des corps? La question est d'autant plus importante que à la Croix-Rouge ou au niveau du ministère, certaines autorités sanitaires sont en train de dire que oui, on ne comprend pas les populations parce que ces corps sont enterrés en respectant le risque médical et avec le principe des EDS, les enterrements dignes et sécurisés. Sécurisés parce qu'on évite la transmission, mais aussi dignes parce qu'on tient compte de certaines réalités socioculturelles pour enterrer les gens et respecter le corps. Mais on voit bien ici que ce qui a fonctionné dans Ebola, qui a conduit à la définition des enterrements dignes et sécurisés, où les gens demandaient à ce qu'on enterre dans la dignité. Ce qui est en train de se passer ici est différent. C'est parce qu'il y a un refus d'enterrer. Un refus d'enterrer dans la dignité, du point de vue socio-anthropologique. Donc cette nuance montre encore une fois qu'il ne faut pas s'empresser et de dire que oui, il y a un processus des EDS qui est en train d'être mis en œuvre. Ce n'est pas ça la réponse. Donc cherchons à comprendre quels sont les mécanismes et les causes. Très rapidement, j'en ai trouvé 3 ou 4 dans l'analyse actuelle. Première chose, c'est ce qui crée cette stigmatisation, ce sont les modes d'interaction, les modes d'intervention des équipes médicales dans les quartiers. Lorsque vous allez prendre un malade, vous allez prendre un cas contact et que vous vous mettez en PPE
Donc, avec beaucoup de véhicules, d'ambulances, etc., qu'est-ce que vous montrez aux gens? Vous montrez aux gens que c'est grave et que c'est contagieux. Effectivement, c'est vrai. Mais en le faisant ainsi, vous créez une certaine peur dans les quartiers. Et ça, cela a été évoqué par les malades, les personnes affectées à plusieurs moments. L'autre élément important pour moi, c'est les erreurs dans la communication. Il est vrai qu'à ce moment, la maladie est assez particulière. En termes de communication, on ne savait pas beaucoup de choses. L'État du Sénégal, en refusant le rapatriement des corps de la diaspora, en raison du risque de contagion, quelque part, cela a été une communication autour de la contagiosité des corps. Et aujourd'hui, même si on a accepté le rapatriement des corps, cette communication, elle est restée. Mais mieux, le troisième facteur, à mon avis, ça semble renvoyer à ce que j'appelle la communication de l'intimidation par la peur. En fait, c'est une résultante de la manière dont on a communiqué sur la maladie. On a fait augmenter la peur en montrant que c'est très contagieux, c'est très grave, etc., etc. Et aujourd'hui, là où on en est, c'est que les populations ont peur. Dans un contexte où on commence à prendre à charge les cas à la maison, donc on augmente le risque de contagion, etc. Donc, au bout, juste pour contribuer au débat, mais forcément des analyses beaucoup plus poussées sont nécessaires. Mais du point de vue socio-anthropologique, le débat actuel autour du refus d'enterrer, pour moi, ne renvoie pas à des considérations religieuses. Je vois qu'on est en train de chercher à faire appel aux religieux, mais ce n'est pas une interprétation religieuse qui se pose. C'est l'expression d'une anxiété, d'une peur. Et en fait, il y a ce que j'appelle une construction sociopolitique du risque, de la souillure, comme le dit Mary Douglas, et aussi de la contagion. En réalité, les interventions, il y a un ensemble de pratiques, de discours, de pratiques de communication et d'intervention qui ont contribué à concevoir le risque, l'idée de la souillure, les lieux qui sont souillés, les corps qui sont souillés, et aussi la contagion, la contagiosité. Donc il y a un ensemble de représentations qui sont socialement et politiquement construites autour des personnes qui ont été touchées par la COVID-19, et c'est l'expression, c'est une des expressions. Donc, je vois qu'on est en train de s'offusquer, on considère ces populations comme des populations analphabètes, on est en train, encore une fois, de parler du fait qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. C'est vrai, mais cherchons d'abord à comprendre. Et pour moi, une des voies, c'est de creuser cette question de la construction sociale autour de la souillure, la contagion, le risque. Cette anxiété, ceux qui stigmatisent, ils expriment une peur d'être contaminés. Dans la réponse qu'on est en train de donner aujourd'hui, on est en train de dire oui, mais les gens, ils doivent savoir que ceux qui sont enterrés là-bas, une fois qu'ils sont sous terre, ils ne sont pas contagieux, les cimetières sont éloignés de leur maison. Est-ce qu'on a communiqué? Je pense qu'une des clés, c'est de pouvoir communiquer de manière dynamique. Les cas de décès sont en train d'augmenter. Il n'y a pas eu de communication autour de ça. Il y a juste eu des éléments qu'on a repris de Ebola, par exemple le réseau des anthropologues des épidémies, mais qui ne font que reprendre ce qui concerne Ebola et qui ne tiennent pas compte de la spécificité ici de la COVID-19. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Quelques pistes pour aller vite et essayer d'avancer, c'est réorienter la communication d'abord de manière dynamique, en utilisant des médiums qui sont assez particuliers, qui permettent de répondre à l'anxiété. À mon avis, une des situations, c'est de faire des simulations, comme cela a été fait en Tunisie.
montrer des simulations, des opérations d'enterrement blanc pour montrer comment ça se fait, comment on prend en compte et on évite, on réduit le risque de contagion, etc., etc., etc. Faire des vidéos euh, qu'on fasse circuler dans les toiles pour que les gens comprennent et pour qu'on puisse baisser la tension. Parce qu'il ne faut pas, les gens ont besoin qu'on les rassure. Ils ont besoin qu'on les rassure et si on veut que les personnes soient enterrées dans la dignité, nous devons aller vers ça. Communiquer aussi sur l'état des connaissances que nous avons sur les risques et sur la contagion des corps et aussi communiquer sur le processus. Tout ce qu'on fait depuis la dépouille, le transport, hein, la mise en sac, l'enterrement, afin de rassurer, voilà, et de pouvoir permettre à la société d'enterrer ses fils dignement. Je suis convaincu que dans tous les quartiers, chacun veut que les Sénégalais soient enterrés dignement. Cela est consacré par la religion, mais cela est consacré par notre humanité. Donc lorsque ce n'est pas possible, au-delà d'indexer notre humanité, essayons de comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer dans les quartiers et essayons de voir qu'est-ce qui a construit cela. À mon avis, c'est l'expression d'une anxiété, d'une forme de représentation que les politiques publiques de santé, que les interventions qu'il y a en ce moment sur le terrain ont pu amplifier. Et si nous voulons avancer, nous devons aller vers ça. Donc voilà globalement autour de la stigmatisation. En résumé, pour conclure, nous dirons que la stigmatisation sociale, c'est un processus que l'on connaît dans toutes les épidémies. Ce n'est pas nouveau par rapport à la pandémie Covid-19, mais elle va s'exprimer, cette stigmatisation, de manière particulière parce que la Covid-19 est une épidémie particulière. J'invite les autorités sanitaires à tenir compte de cette spécificité pour chercher d'abord à comprendre ce qui est en train de se jouer dans les quartiers. Qu'est-ce que les comportements expriment? Et de pouvoir y répondre de manière dynamique par une communication dynamique qui change. Aujourd'hui, la question de la stigmatisation doit être une thématique centrale dans la communication que nous sommes en train de mener. Nous avons dépassé le cas de faire connaître les mesures barrières. La stigmatisation, parce que c'est une épidémie sociale qui est en train de se profiler sur le terrain. Il faudra aussi tenir compte du fait que, en raison de sa spécificité, la stigmatisation, dans le cadre de la COVID-19, va nécessiter une approche beaucoup plus compréhensive et l'utilisation de nouveaux médiums, la simulation. Hein, il faut aller faire des démonstrations, utiliser les relais communautaires, faire des démonstrations dans les quartiers pour montrer comment on organise la gestion des corps et tout ça. Et en même temps, communiquer sur la contagion des corps pour mieux abaisser la tension. Voilà, chers amis, j'espère que ces quelques aspects pourront aider juste à contribuer de manière positive à la lutte contre la COVID-19 au Sénégal. Merci.